Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous les participants. Je suis Solange Slack du département communication de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et c'est un grand plaisir pour l'OIV ainsi que Guido Baleschi et nos 5 orateurs internationaux de vous souhaiter la bienvenue ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les vins naturels. Nos remerciements à tous de nous avoir rejoints. Je vois que nous sommes plus de 647 personnes qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Avant de démarrer, quelques informations sur la suite. Vous avez de l'interprétation en anglais et français disponible et vous pouvez choisir la langue en bas de l'écran. Et vous avez la possibilité de soit couper l'audio original ou de le garder en fond. Vous savez que ce sujet est de grand intérêt. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions, mais soyez sûrs que nous allons prendre note de vos questions pour y répondre plus tard. Vous avez Guido Baldeschi, qui est vigneron et chef d'unité de l'œnologie à l'OIV, va modérer cette session. J'aimerais à présent vous demander de bien vouloir l'accueillir pour l'introduction à ce webinaire. Merci. Bonne soirée et bonjour à tous nos invités à ce webinaire qui ont décidé de participer à ce sujet de vin naturel. Vous savez que les vins naturels sont un sujet complexe et fascinant. Et vous savez que, en fait, pour une organisation internationale telle que l'OIV, c'est important de considérer ce sujet. Vous savez que le sujet du vin naturel crée beaucoup de confusion et de longs débats, surtout en ce qui concerne la terminologie à utiliser, surtout lorsqu'on fait des comparaisons entre différents types de vins, les vins conventionnels, non conventionnels, les vins traditionnels, les vins naturels, les vins classiques. Les opinions de la communauté du vin diffèrent en ce qui concerne la terminologie à utiliser. Pour ce webinaire, nous avons décidé de faire la comparaison entre les vins naturels et les vins classiques. Et c'est pour cela que nous allons utiliser cette terminologie pour l'échange de ce soir. Nous sommes conscients que tout le monde n'est pas d'accord sur cette terminologie et l'OIV ne fait aucune recommandation par rapport à cela. Nous pensons simplement que pour ce webinaire, pour la facilité, il faut qu'on utilise tous les mêmes termes. Bien sûr, l'OIV n'a pas de position par rapport à cela, mais ce séminaire est une contribution du travail de l'OIV sur ce sujet. Notre rôle est d'éclairer le sujet aussi complexe que celui-ci, et cela d'un point de vue scientifique. Voilà, et nous voulons vous donner matière à réfléchir. C'est pour cela que nous avons décidé d'inviter 5 experts internationaux du secteur du vin, chacun avec son profil spécifique et son expérience spécifique. À présent, j'aimerais vous présenter nos invités. Première invitée, Madame Christelle Pinault. Christelle Pinault est une chercheuse en anthropologie sociale et ethnologie. En 2019, Madame Pinault a publié un livre appelé La corne de vache chez le microscope, le vin nature entre science, croyance et radicalité. Deuxième invitée, Madame Nathalie Christiansen. Nathalie Christiansen est viticultrice en Nouvelle-Zélande qui a été nommée par le secteur du vin comme étant une des femmes les plus influençantes du monde du vin en 2018. Nathalie travaille aujourd'hui à plein temps dans l'équipe Yillens. J'aimerais maintenant vous présenter Monsieur Jacques Dupont. Jacques Dupont est journaliste au Point Magazine. Il a créé le spécial vin du magazine Le Point, une des meilleures ventes de cet hebdomadaire. Il crée également le spécial champagne en décembre, un spécial Bordeaux en mai et un spécial vin d'été en juin. Avec son collègue et ami Olivier Bompas, il anime le site Le Point Vin. Je voudrais à présent vous présenter Luigi Mojo. Luigi Moyo, pardon. Luigi Moyo est professeur d'œnologie à l'Université de Naples et directeur de la section de sciences de la vigne et du vin de la même université.
De plus, Luigi Moio est vigneron et auteur. Il a écrit un livre intitulé Le souffle du vin. Je voudrais vous présenter également Monsieur Jamie Good. Jamie Good est un écrivain spécialisé dans le vin, conférencier, critique de vin et auteur de livres installé à Londres. Il a un doctorat en biologie végétale. Il a travaillé comme rédacteur scientifique avant de lancer wineandrack.com en 1999, un site web dédié au vin qui est devenu très populaire. Donc, bienvenue à nos invités. Avec eux, nous allons essayer d'explorer ce mouvement, cette tendance des vins naturels qui a ouvert une nouvelle voie au vin. Vous savez que le vin, en fait, est un concept, le vin naturel est un concept dont on parle aujourd'hui et cela, en fait, nous permet d'essayer d'explorer l'origine, tout ce qui motive les principes, l'idéologie et toutes les bases scientifiques de ce mouvement du vin naturel. Nous pourrions bien sûr demander directement à nos invités ce qu'ils pensent du vin naturel, mais ce n'est pas notre intention. Nous voulons découvrir leur opinion grâce à une liste de questions qui vont essayer, étape par étape, de découvrir cela et cela par le biais des réponses qu'ils vont nous donner. Alors, nous allons démarrer avec Madame Pinault. Je vais lui poser la première question de la soirée. Madame Christelle Pinault, les premières apparitions du mouvement du vin naturel datent des années 90. Pendant longtemps, le vin naturel semblait être condamné à être un sous-genre. Mais à la fin des années 2000, quelque chose a changé et le vin naturel a commencé à se développer. Aujourd'hui, en 2020, l'OIV organise justement un webinaire sur les vins naturels. La question: que s'est-il passé au cours des dernières années et où sont les racines de ce mouvement? Comment tout a démarré? Merci de cette invitation tout d'abord et bonsoir ou bonjour à toutes et à tous selon l'endroit où vous vous situez sur cette planète. Alors effectivement, parler des origines des vins naturels peut suffire à remplir ce séminaire. Disons qu'on peut d'ores et déjà dire que peut-être dans une acception très large, les vins naturels ont existé de tout temps, dès lors qu'on a commencé à faire du vin du côté de la Géorgie, par exemple. J'aurai peut-être l'occasion de reparler de la Géorgie. La question de la nature, déjà, effectivement, sur la sémantique, peut poser quelques questions, notamment du point de vue de l'anthropologie, discipline dans laquelle je me situe, puisque la vision de la nature n'est pas identique partout sur la planète. Donc, certaines personnes, d'ailleurs, ne conçoivent pas l'idée de la nature, ne font pas de scission entre nature et culture. Donc ça, c'est pour la partie anthropologique. Mais chez les vignerons eux-mêmes, effectivement, la question de la nature, le fait de se définir nature varie énormément. Donc cette notion n'est pas non plus stabilisée du côté des acteurs, pour le dire de manière un peu plus distante. Pour parler des occurrences de la nature, on peut évoquer par exemple l'agronome romain Columelle, qui au 1er siècle, dans la première moitié du 1er siècle, faisait déjà une distinction entre les vins naturels et des vins, alors qui n'étaient pas, il n'y avait pas forcément de terminologie, mais en tout cas qui étaient avec adjonction. Et c'est vrai que dans son traité d'agriculture, à un certain moment, il parle de vins naturels sans après. Donc là, on a déjà une indication et qui, selon lui, était de meilleure qualité. On trouve aussi beaucoup plus récemment, donc là, je fais un grand bond dans le temps, au début du XXe siècle, pendant la révolte des vignerons de 1907, ce besoin de
d'en appeler au retour des vins naturels. Alors là, on n'est pas du tout dans le même contexte, évidemment. C'est un contexte d'époque où les vins étaient trafiqués, des vins importés, donc essentiellement trafic par le mouillage, donc l'ajout d'eau ou encore la chaptalisation, enfin, plus que la chaptalisation à outrance, en tout cas l'ajout de sucre. On a aussi d'autres repères, mais bon, je ne pourrais pas évidemment les énumérer ici aussi longuement. Le mouvement nature, on va dire du côté français, est né dans le Beaujolais dans les années 80 avec la figure notamment de Jules Chauvet, vigneron, négociant à la Chapelle de Guinchay, et qui avait donc repris des études en tant que chercheur fondamental, donc en microbiologie et en chimie. Donc, ces travaux sur les fermentations, sur les levures, lui ont permis de faire du vin sans chimie précisément, et c'était son souhait, donc ce qu'il a commencé à faire à partir des années 50. Mais en fait, il a trouvé une audience véritable à partir des années 80, et c'est donc dans le Beaujolais, sans faire d'ethnocentrisme, mais en tout cas pour le cas de la France, que le mouvement nature tel qu'on le connaît aujourd'hui a pris son élan, et à la suite, eh bien, il y a eu, évidemment, ça a essaimé un petit peu dans tous les vignobles, très progressivement, hein, vous l'avez dit, c'est quand même au début des années 2000 qu'il y a eu un véritable essor, mais donc il y a eu donc cette figure, Jules Chauvet, donc, qui a permis de donner une impulsion d'une certaine manière, avec bien sûr aussi son ami et élève, et donc Jacques Néauport, qui était diplômé lui-même de l'école d'œnologie, enfin de Vitigno de Beaune, qui a permis donc d'aider les vignerons à s'approprier cette façon de faire des vins nature sans soufre ajouté. Merci beaucoup, Madame Pinault, pour cette réponse. Vous nous avons donné déjà beaucoup d'indications historiques. Monsieur Dupont, Madame Pinault a parlé de l'origine du vin naturel, mais j'aimerais également connaître votre point de vue. Pourquoi ce phénomène de vin naturel émerge? Est-ce que c'est des personnes qui veulent sortir de certains modèles? Est-ce que c'est un refus de toutes sortes de classifications? Est-ce que c'est une révolte contre le goût globalisé, mondialisé, ou est-ce que ce sont des vins qui sont définis avec le simple désir de respecter la nature, l'environnement et le vin même? Qu'en pensez-vous, monsieur? Je pense qu'il y a une confusion aussi dans la tête des consommateurs entre les vins bio et les vins naturels. Il y a une aspiration mondiale à aller vers, on l'a bien deviné, on le sent dans l'actualité aujourd'hui, vers quelque chose de plus pur, de plus naturel. Plus on s'avance dans le progrès, plus on a peur du réchauffement climatique, plus on a peur de ce qui se passe au niveau de la planète, plus on a envie de revenir aux racines. Maintenant, je pense que oui, effectivement, quand on lit un petit peu ce qu'il y a sur les blogs ou quand on discute avec les consommateurs, il y a une confusion qui se crée entre la culture bio, qui avance à grands pas hein, partout en Europe, et le vin naturel. Les gens ne savent pas trop ce que c'est le vin naturel. Et même chez les producteurs de vin naturel, on ne sait pas trop non plus de quoi il s'agit, parce qu'on peut vinifier, on peut procéder à des vinifications sans soufre, hein, parce que quand même, au départ, c'est dans la tête des gens, c'est les sulfites, le soufre qu'on ajoute à un moment donné, qui a permis de faire à partir du XVIIe siècle des vins qu'on pouvait conserver, parce que toute l'époque romaine dont on parlait tout à l'heure, donc Christelle Pinault a parlé tout à l'heure, on a tout le temps cherché à conserver les vins, à faire qu'ils n'aillent pas vers leur finalité qui est le vinaigre. C'est un processus. Le vin, c'est un produit qui vient de la nature, mais qui est transformé, donc c'est un produit qui vient de la chimie. Il y a une chimie qui se passe quand on transforme du sucre en alcool, c'est un processus chimique. Après, le problème, c'est de pouvoir conserver ces vins. Quand on a découvert l'usage du soufre, au travers de petits bâtonnets qu'on mettait au départ pour désinfecter les barriques, on s'est rendu compte,
On ignorait à l'époque l'existence des microbes et des levures. On les a découverts avec Pasteur, d'abord avec Chaptal et ensuite avec Pasteur à la fin du 19e siècle et au début du 20e. On ignorait ces micro-organismes, on avançait par l'expérience. On a découvert qu'en mettant des petits bâtonnets de soufre, c'est les Hollandais les premiers qui ont découvert ça, puisqu'ils transportaient beaucoup de vin, on arrivait à stabiliser les vins et à faire qu'on pouvait les conserver. Le soufre a été un usage qui a sauvé en grande partie la viticulture à ces époques-là, qui a permis de se développer. À partir de là, aujourd'hui, on a un débat, même au sein des vins naturels, qu'est-ce qu'on fait avec le soufre? Quand on parle de Jules Chauvet, il n'était pas contre d'ajouter un peu de soufre à la mise en bouteille. Le problème, c'est ça, c'est est-ce qu'on vinifie totalement sans soufre et on ne met pas de soufre non plus quand on met en bouteille, ou est-ce qu'on met un peu de soufre quand on met en bouteille? C'est intéressant ce débat sur les vins naturels qui a été lancé par Chauvet et ensuite Marcel Lapierre dans le Beaujolais, etc. C'est intéressant parce qu'il a fait réfléchir une grande partie de la viticulture européenne, en tout cas mondiale, j'imagine, sur l'usage qu'on faisait du soufre. C'est vrai que autrefois, les producteurs, pour se garantir, mettaient beaucoup de soufre. Le fait qu'on ait réduit et qu'on ait réduit beaucoup l'usage du soufre dans les vins est sans doute dû à une réflexion à partir de ce travail qui a été fait par Chauvet et par ses successeurs. Maintenant, ça pose un vrai problème parce que tout le monde n'est pas capable de faire du vin naturel. Il faut, pour produire un vin naturel, avoir, comme Jules Chauvet ou comme d'autres, comme Néoport, un solide bagage en biochimie et avoir une hygiène parfaite et savoir de quoi on maîtrise. Ce qui m'énerve un petit peu dans le discours qu'on peut entendre sur les vins naturels, c'est une espèce d'opposition contre la science et contre l'œnologie. Moi, je trouve qu'au contraire, il faut effectivement se passer le plus possible d'intrants dans les vins. Les intrants dans le vin, bah, c'est un peu des intrus, mais on est quand même obligé d'intervenir. C'est ce qui fait la grandeur du vin et des produits qui sont fermentés comme le pain, c'est le fait que ce soit l'homme qui maîtrise à un moment donné un phénomène qui part de la nature, mais qui n'est pas totalement naturel dans sa transformation parce qu'il y a une intervention humaine. Et je pense qu'on peut aller vers des vins sur lesquels on réduit énormément la dose de soufre, mais je pense que pour le consommateur aussi, il faut qu'à un moment donné, on puisse conserver ces vins et on puisse les garder sans avoir d'oxydation. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup mieux que le soufre. Tout le monde y travaille à trouver mieux. Hein. Il y a des filtrations, il y a des choses comme ça qui ont lieu, qui ne sont pas forcément mieux que l'usage du soufre. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le remède miracle qui permet de faire du vin et de le conserver surtout, sans ajouter quelque chose qui, à un moment, détruise les microbes qui emmènent le vin vers le vinaigre. Monsieur Dupont, vous avez parlé de sulfite. Nous allons y revenir plus tard. Mais vous avez aussi parlé d'une certaine confusion. J'aimerais demander à Madame Nathalie Christensen une question. Madame Christensen, vous venez d'entendre Madame Pinault et Monsieur Dupont qui nous ont parlé du développement de ces vins naturels et en particulier dans l'hémisphère nord du monde. Mais qu'en est-il dans l'hémisphère sud? Est-ce que les vins naturels se développent pour les mêmes raisons que celles que nous voyons ici en Europe? Ou est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres raisons qui entraînent les personnes vers les vins naturels? En fait, oui. Bonjour à tous de la Nouvelle-Zélande. Oui, donc on voit ce mouvement aussi chez nous. En tant que vigneronne moi-même, je m'intéresse beaucoup aussi à cette question d'explorer des façons naturelles de faire les vins et oui, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ont une approche très scientifique, heu dans le domaine de la viticulture. Mais ces 10, 15 dernières années, il y a un mouvement, on s'écarte un peu de ça et les gens, sont intéressés à explorer d'autres approches.
il y a des producteurs comme James Milton, qui est un peu le grand-père des vins nature. Il ajoute un petit peu de soufre à son vin, mais on dirait que pour nous, c'est notre grand-père dans ce domaine. Moi, je suis allée à la première dégustation en 2012. C'était Alex Craig qui accueillait cette dégustation, et cette dégustation donc de vin nature. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il a un vignoble de ce type. Oui, c'est une tendance qui se développe, et il y a donc des vins de style nature ou à niveau de sulfite bas. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays isolé, mais on essaye aussi, on aime essayer des choses inhabituelles. Et donc, nous ne sommes pas contraints par les conventions. On aime les nouvelles choses, essayer les nouvelles choses, mais nous n'avons pas une longue histoire, une longue tradition dans ce domaine. Merci. Merci. C'est toujours bon de savoir ce qui se passe de l'autre côté du monde, dans l'hémisphère sud. Et maintenant, je voudrais poser une question à Monsieur Luigi Moyo. Monsieur Moyo, j'ai posé la question à Monsieur Dupont. Je lui ai demandé si la mondialisation du goût des vins avait entraîné ce développement des vins naturels. Mais à votre avis, est-ce que vous pensez que ces saveurs viticoles sont devenues mondiales, globales ces 20-30 dernières années? Et qu'est-ce qui a entraîné cela? Est-ce que ce sont les critiques de vin, les vignerons, l'utilisation de certains cultivars partout dans le monde qui ont entraîné cette uniformisation? Où est-ce que l'on peut trouver l'origine de ce qu'on appellerait la mondialisation de cette saveur viticole? Et bon, bonjour et bonsoir à tous. Je m'excuse pour mon français, là, mais je pense que vous allez comprendre. Je ne suis pas convaincu qu'il y a une homologation. On a eu une homologation pendant cette dernière année. Le vin, c'est diversité. Les vins, ils sont tous différents parce qu'on a les cépages différents, on a les terroirs différents, on a le climat différent. Et donc, le vin, c'est diversité. Je pense que ça, c'est la puissance de le vin. Effectivement, le problème, c'est complexe parce qu'il faut faire, je pense, une différenciation entre les vins rouges et les blancs. Il faut faire une différenciation aussi entre les différents niveaux de vin, les top wine, qu'on appelle top wine, premium, entry level et les vins ordinaires. Et aussi une différenciation entre les vins qui sont faits avec des variétés, des cultivars qu'on appelle aromatiques, c'est-à-dire avec une grande dominance variétale au niveau des arômes, si on les compare à les vins qui sont faits avec les variétés qui sont appelées normalement dans les livres de viticulture comme variétés neutres. Effectivement, si on pense à les variétés, on ne peut pas éviter de considérer que les cépages majorement, comme on dit, cultivés dans la planète, ils sont les Cabernet Sauvignon, le Merlot, après on a le Syrah, Grenache, etc. Donc, et les blancs, c'est le Chardonnay, le Sauvignon blanc. Donc, effectivement, on a une plateforme variétale planétaire qui est résumée entre pas beaucoup de variétés. Et donc, les vins, s'il y a un petit rassemblement, je pense qu'il est devenu souvent une dominance variétale. Aussi, si effectivement, avec les différents terroirs, avec les différents climats, on a dit hémisphère septentrional, sud, etc., il y a quand même des différences, voilà. Mais c'est ça. On peut dire, si je pense un petit peu à les vins rouges, ça fait jusqu'à une dizaine d'années, peut-être aussi l'utilisation du bois
les côtés boisés qui n'étaient pas tout à fait corrects. Et donc, on peut avoir une dominance là, et c'est un masquage quand même dans un effet terroir. Et dans les vins blancs, peut-être, mais là, c'est plus difficile parce qu'après, pendant le vieillissement de le vin, les esters de fermentation, on va les perdre. Donc, dans les vins blancs, on a des vins blancs ordinaires. Effectivement, il peut rassembler un petit peu parce qu'il y a un poids, un petit peu plus des arômes de fermentation. Voilà. Mais je ne pense pas. Les vins, ils sont différents. Le problème, c'est qu'il faut avoir, je pense, une connaissance très fine et très profonde des vins pour les reconnaître pendant une dégustation. Et je ne pense pas que ça, comme on dit, il était amplifié, ce problème, voilà, dans mon côté. Il était amplifié parce qu'on peut parler même d'homologation avec l'oxydation, avec l'érudition, avec des autres problèmes dans les vins. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, je pense, avec la découverte de beaucoup de cépages autochtones, et donc beaucoup de cépages qui sont liés à les différents pays, il y a cet intérêt à la découverte des nouveaux vins qui sont caractérisés au niveau plus local, avec des des cépages qui ne sont pas forcément cultivés partout, mais dans ce cas-là, on a l'identité variétale et l'identité territoriale. Et donc, effectivement, la diversité, je pense qu'elle peut être encore plus élevée. Merci beaucoup, Monsieur Moyot. Je vois que Monsieur Dupont voudrait prendre la parole. Juste un mot pour confirmer ce que disait Luigi Maio. On a eu une période dans les années 90-2000, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question tout à l'heure, il y a eu une période dans les années 90-2000 où ça a été le règne aussi, c'était la redécouverte du vin par les classes qui arrivaient un peu avec de l'argent, qui faisaient des affaires, etc. On a eu une redécouverte du vin et il y a eu une influence très profonde d'un grand critique américain qui s'appelait Robert Parker et qui aimait particulièrement les vins boisés, puissants, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une dérive avec ça et que peut-être aussi c'est une des explications d'un retour en arrière vers plus de pureté et cette envie de vin nature. Aujourd'hui, on est un peu débarrassé de ça et c'est vrai que le réchauffement climatique, d'une certaine façon, comme le disait Luigi tout à l'heure, le réchauffement climatique amène certains producteurs à redécouvrir des cépages anciens qui ne mûrissaient pas. On voit beaucoup ça dans le sud-ouest de la France, par exemple. On remet en valeur des cépages qui ne mûrissaient pas autrefois et qui mûrissent aujourd'hui et qui ajoutent encore de la diversité aux vins qu'on peut trouver sur le marché. Excusez-moi pour cette interruption. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Merci, merci, Monsieur Dupont. On a beaucoup parlé de cépages. J'ai une question pour Monsieur Jamie Good. Est-ce que vous êtes avec nous? En général, quand les gens imaginent un verre de Sauvignon blanc, ils pensent à un vin très aromatique, frais, vertical. Et pour entrer dans plus de détails, en fait, il y a quand les gens pensent à un chardonnay, ils voient plutôt d'autres caractéristiques, une caractéristique d'un vin plus gras, plus rond et très souvent donc un vin boisé. Alors, je voudrais savoir si les gens, en fait, ont été envahis par ces stéréotypes au fur et à mesure des années et en fait, peut-être que le vin nature, la production de vin nature veut s'écarter de ces anciens schémas. Eh bien, la première chose à faire si on veut discuter de ceci, c'est de segmenter le marché, parce qu'il n'y a pas qu'un seul marché homogène du vin. Et on peut dire qu'il y a différents segments et dans chaque
segments, il y a différentes règles. Et une fois qu'on fait cela, on peut avoir une discussion intelligente. Donc, si on parle, par exemple, et je n'utilise pas de termes péjoratifs, mais des vins qui sont des vins de tous les jours, des vins de table, des vins qu'on achète au supermarché, eh bien, la majorité des vins qui sont vendus, là, les gens cherchent des caractéristiques fruitées, fraîches, des vins modernes, propres, sains, bien faits. Et là, dans ce marché-là, c'est le cépage qui est important. Alors, si sur l'étiquette, il y a Sauvignon blanc, les gens s'attendent à trouver, oui, un vin frais, sec, qui a le goût de Sauvignon blanc. Même chose pour le Chardonnay. Alors, une fois qu'on arrive à des segments, par exemple, le vin naturel, là, ce sont des segments différents. On n'achète pas ces vins nature dans des supermarchés. Là, alors, on parle de caractéristiques qui viennent plus de l'endroit, du site, le terroir, plutôt que vin de cépage avec des caractéristiques de cépage. Et quand vous vendez ces vins, ce que vous offrez aux consommateurs est différent. Et les vins naturels, dans ce cas-là, on ne parle pas trop du cépage de ces vins. On parle plutôt de l'endroit du vignoble. Par exemple, les vins Lapierre. Vous n'allez pas là-bas pour goûter du Gamay, ou du Morgon, du Beaujolais. Donc, on arrive où il faut vraiment garder à l'esprit le segment et quel est le contrat qu'on a avec le client quand on a un vin avec une étiquette sur une étagère. Par exemple, un Sancerre. Quand vous mettez Sancerre sur une étiquette, vous dites au client, eh ben, il va avoir ce goût-là. Et les vins de Sébastien, moi, je les trouve fantastiques, mais ils ont Sancerre sur l'étiquette et ils n'ont pas du tout le goût de Sancerre. Alors là, cela entraîne un problème parce que vous utilisez ces appellations d'origine régionale et il y a une espèce de désaccord entre ce qu'il y a sur l'étiquette et ce qu'on trouve dans la bouteille. Mais ceci étant dit, les gens aiment beaucoup les vins naturels, les vins nature, mais on ne les trouve pas au supermarché. Ce n'est pas le même segment. Merci beaucoup de cette réponse. Maintenant, j'aimerais passer aux saveurs, aux goûts et aux préférences. Et j'ai une question pour Madame Pinault. Madame Pinault, je crois que vous avez une grande expérience en dégustation de vin nature. Guido, votre micro est interrompu. Alors, on dit que les vins nature sont plus vivants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Comment expliquer cette vivacité? Comment expliquer ceci aux gens qui ont une moins grande expérience dans la dégustation de ces vins, mais qui sont curieux et qui aimeraient bien quand même essayer ces vins nature? Comment leur expliquer cela? Eh bien, les vins nature, d'une manière générale, hein, évidemment, il y a une très grande diversité, il y a des identités plurielles. Cette notion de vivant, elle est transmise par le fait que on ne bloque pas le vivant depuis la vigne jusqu'à la vinification et donc jusqu'à la mise en bouteille. Et ce sont ces pratiques, ces façons de faire, sans filtration, sans ajout de sulfite, évidemment avec une pratique bio déjà à la vigne. Cette façon de s'occuper des sols, hein, de les rendre vivants, de retrouver un microbiote, des vers de terre, etc., des levures, un patrimoine levurien très très riche déjà dès la vigne, autour effectivement des baies de raisin. Tout cela va renforcer ce caractère vivant, cette vivacité d'une certaine manière, à la fois dans les cuves et puis un peu plus tard, une fois le vin fini, dans les bouteilles.
C'est de cette manière, effectivement, qu'on peut comprendre cette notion de vivant. Après, et c'est effectivement quelque chose de très personnel. Ce que je voulais dire, c'était surtout sur les codes, sur les façons de déguster qui sont complètement différentes. On ne se rattache pas dans ce cadre-là à des grilles de lecture qui sont relativement simples pour qui connaît un peu le vin, les cépages, etc., dont on a parlé tout à l'heure, les étiquettes, les appellations, qui orientent donc les façons de faire des vins dans une direction, rectifie aussi au besoin. Donc c'est vrai que quand on a ces codes-là, il est relativement simple de reconnaître des vins conventionnels ou classic wine, puisqu'on a décidé d'utiliser cette terminologie pour ce séminaire. Donc en revanche, du côté des vins naturels, on est presque par-delà l'organoleptique. Il y a des façons de s'exprimer autour du vin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reconnaître aussi, bien sûr, des cépages. Mais c'est surtout qu'on n'a plus aussi l'habitude de les boire de façon non corsetée, non balisée. Et c'est sûr que ça surprend. On a aussi parfois quelques difficultés à retrouver. Ça fait aussi partie, pour ceux qui aiment ça, des plaisirs, d'être un peu désorienté. Pour d'autres, c'est un problème de ne plus s'y retrouver. Donc, effectivement, cette dégustation oblige, d'une certaine manière, à s'exprimer autrement, à réinventer des nouveaux langages d'expression autour du vin. Et donc, on est plus dans, par exemple, l'énergétique, le vibratoire, parfois des façons de s'exprimer sur le vin qui peuvent aussi conduire à des propos presque de l'ordre du poétique. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes façons de s'exprimer et d'exprimer ce qui se passe dans le vin. C'est assez intime, finalement, d'une certaine manière, même si on peut le partager. Merci beaucoup pour ce retour. Et maintenant, j'aimerais poser une question à Luigi Moyo. Avec vous, en fait, j'aimerais parler du côté négatif de la question que j'ai posée à Madame Pinault, c'est-à-dire en ce qui concerne la vivacité des vins naturels. D'autre part, certains amateurs de vins classiques affirment que les vins naturels sont souvent oxydés. Alors, la question qu'on pose, c'est que est-ce qu'on doit accueillir cette oxydation des vins, surtout que certaines personnes apprécient ces goûts oxydés, ou est-ce que l'oxydation est toujours quelque chose à éviter? Monsieur Moyo, votre micro n'est pas allumé. Ah non, Merci. il est allumé, hein, maintenant, oui. Et oui, vous dites bienvenue à l'oxydation. L'oxydation, elle est née avec le vin. Donc, justement, Christelle, elle a cité Columella, le vin, il était oxydé. Quand on a commencé, il était oxydé. Et donc, il disait Columella, dans le traité qu'il est là, il disait une chose très intéressante. Parce que pour boire le vin, on a toujours aromatisé le vin. Toujours. Jusqu'à 300-400 années, jusqu'à quand Lavoisier d'abord il a découvert la fermentation alcoolique, après Gay Lussac, après Pasteur, il a fait connaître à tous que c'est c'est la levure qui fait tout ça. Et donc, Columella, il disait une chose très intéressante, c'est mieux les vins pas condits, il parlait des condimenti, mais pour faire ça, il faut avoir la plante à la juste place, c'est-à-dire il faut une interaction qu'on appelle génotype ambiente perfecte. Et alors là, on avait des vins avec des équilibres entre les questions, entre la composition chimique, qu'elle était plus résistante, voilà, parce qu'il y a le problème du soufre. Et donc, le problème, c'est ça. Après, on a découvert qu'on pouvait contrôler le processus d'oxydation avec l'alcool.
Et donc, on va mettre l'alcool. Et donc, c'est ça les vins de Porto, Madeira, etc., tous les vins renforcés. Alors, le problème, c'est très, très simple. Si c'est l'objectif énologique, comme on vient de dire avant, c'est-à-dire si je veux faire un vin qui est la restitution au niveau sensorial du terroir où la vigne elle vive, justement, pour moi, c'est plus judicieux éviter l'oxydation, parce que l'oxydation, c'était homologante. Si je veux faire un vin oxydé, parce que je ne veux pas absolument, je ne cherche pas cette liaison entre un terroir et le liquide, le vin qu'il est dans le verre. Et alors là, je peux faire démarrer l'oxydation. Ce n'est pas un problème, ça. Après, c'est les goûts, effectivement, que vous venez de dire. Il y a quelqu'un qui aime ça et quelqu'un qui cherche effectivement le terroir. Parce que l'oxydation, c'est un processus de dégradation, là, il faut le moduler. Effectivement, l'oxydation dans les portos, dans les vins flores, etc., c'est autre chose parce qu'il ne peut pas aller vers une augmentation de la volatile parce qu'il y a une quantité d'alcool qui est presque 20 degrés, 18, 20 degrés, c'est autre chose. Et donc, c'est ça. Le problème pour moi, c'est lié à quelque chose pour moi de fondamental. Voilà. Si je veux des vins qui sont authentiques, c'est-à-dire au niveau sensorial, je sens le terroir, il faut avoir une pureté sensorielle. Le problème, si je peux dire une chose, le problème de le soufre, je pense qu'il faut faire un webinaire sur le soufre. Parce qu'on peut faire sans aucun problème, par exemple, un vin rouge parfait, c'est-à-dire sans aucune déviation sensorielle, sans soufre. Le soufre, il n'est pas fondamental pour faire un bon vin. Il était fondamental à l'époque, comme il a dit M. Dupont, pour garder les conteniteurs de les vins. Et justement, l'Hollandais, etc., pour bonifier tout ça. Mais il n'est pas fondamental. Il est un petit peu plus important pour les vins blancs. Mais on peut quand même abaisser beaucoup les niveaux. C'est justement, et pour moi, le soufre, c'est un faux problème. Un faux problème parce qu'on peut, avec les connaissances, justement, il faut appliquer les connaissances qu'on a produites et sans ajouter quelque chose de différent dans le soufre, sans rien mettre dans le vin, on peut faire un vin rouge tranquillement, sans soufre, à un dosage très bas. Par exemple, si j'ai le mou qui a un pH plus bas, j'ai une bonne acidité, j'ai un bon équilibre dans les raisins, c'est ça. Et justement, les connaissances qu'on a produites, peut-être beaucoup d'années, ont permis de faire ça. C'est-à-dire un vin, c'est un jour faire un vin, par exemple rouge, sans soufre et sans oxydation. Okay? Sur les blancs, il faut être un petit peu plus attentif. C'est très complexe la situation. De toute façon, c'est ça que je pense sur le problème de l'oxydation. Chacun est libre de faire un vin oxydé ou pas oxydé. Le problème, c'est qu'il cherche de communiquer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Morillo. J'ai vu que Madame Pinault voulait réagir à Monsieur Morillo. Alors, très rapidement, parce que nous sommes un peu en retard. Madame Pinault, je vous donne la parole parce que vous avez envie d'intervenir. Allez-y. Oui, merci. Je voulais juste apporter une précision, dire que tous les vins naturels ne souffrent pas d'oxydation, hein, sauf évidemment enfin, c'est pas une souffrance, mais des vins jaunes qui sont faits effectivement qui ont des goûts oxydatifs. Mais là, on est vraiment dans autre chose. Donc, je voulais juste apporter cette petite rectification pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout les vins naturels, pour ne pas les effrayer sur cette histoire d'oxydation. Merci beaucoup pour cette réaction. Monsieur Morillo, je vois que vous avez demandé la parole. Quelques secondes seulement, s'il vous plaît.
J'ai juste répondu à la question qu'elle m'a posée sur l'oxydation. Pas parce que j'ai goûté des vins, etc. Je ne goûte pas beaucoup de vins, voilà, à la fin. Merci beaucoup. Je savais que cette question d'oxydation était une question difficile, mais je suis content d'avoir votre retour sur cela. J'ai une question pour Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, vous avez dégusté beaucoup de vins dans votre vie et vous faites des recommandations pour les consommateurs. Est-ce qu'un critique de vin devrait être conscient de la philosophie de production avant de déguster un vin ou non? Et deuxièmement, si vous avez dégusté un vin avec un léger défaut, est-ce que vous allez être plus indulgent ou plus strict dans votre évaluation si vous êtes en train de déguster un vin naturel? Alors, moi, je déguste à l'aveugle. C'est pas forcément, c'est un petit peu comme la démocratie. C'est pas forcément le meilleur régime, mais c'est celui qu'on trouve quand même le plus adapté. La dégustation à l'aveugle, ça permet de ne pas déguster avec de l'idéologie et de se débarrasser de l'idéologie, de ne pas être. Moi, je suis journaliste, je suis pas militant, quoi. Je suis pas militant d'une cause sur les vins naturels, sur les vins boisés ou autre chose. Je goûte. Et si les vins sont bons, s'ils me plaisent, s'ils correspondent aux critères que j'ai sur les vins, bah, voilà, je les retiens. Je dois dire que je goûte aussi bien les vins naturels que les vins traditionnels, classiques, sans savoir s'ils sont naturels ou pas. On ne me dit pas à l'avance, vous savez, le numéro 52, c'est un vin naturel. Je dois dire que dans la grande mode des vins naturels, j'ai eu beaucoup de vins avec des défauts. Effectivement, il y a l'oxydation, parce que, je le redis une fois encore, pour parvenir à faire un vin naturel de qualité, il faut effectivement avoir une connaissance biochimique, scientifique, d'un très bon niveau. Les vins naturels que j'ai goûtés à l'aveugle, toujours, et qui m'ont plu, à chaque fois que j'ai rencontré les producteurs, c'était des gens qui avaient des diplômes, voilà, ce n'étaient pas des gens qui s'étaient improvisés producteurs de vins naturels. Après, les défauts, il y a toujours des vins avec des petits défauts. À une époque, je parlais tout à l'heure de l'époque Robert Parker, hein, qui était le grand dégustateur américain, ils aimaient bien les vins qui se terminaient dans la douceur. Moi, je trouve qu'un vin doit au contraire, un vin rouge par exemple, doit se finir en fin de bouche. On doit avoir un petit tanin un peu qui se mélange avec l'acidité et qui soit un peu agressif, parce que les vins sont faits pour être bu à table et qu'on a besoin de cette acidité, qu'on a besoin de cette petite présence tannique pour avoir envie de boire, et en plus pour que l'alliance avec les mets se fasse. Et c'est très important, c'est une notion d'équilibre. Depuis qu'il y a le retour de la mode des vins naturels, c'est vrai qu'on voit revenir des défauts qu'on avait un petit peu perdu de vue ces dernières années. Je ne pense pas que dans la majorité des vins qu'on peut goûter en vin naturel aujourd'hui dans les dégustations, on ait cette notion de terroir. D'abord, il faudrait définir le terroir. Le terroir, ce n'est pas uniquement le sol, l'exposition et le calcaire ou l'argile. Le terroir, c'est ce que l'homme en a fait. Quand on regarde où les vignobles se sont installés, ils se sont d'abord installés sur des zones de chalandise, c'est-à-dire des zones de commerce près des fleuves, près des endroits où on pouvait commercer. Et ensuite, les hommes ont travaillé les sols, en ont fait des. Il suffit de regarder la Bourgogne. Hein. La Bourgogne, cette belle côte d'or de la Bourgogne, elle s'est créée, elle a été travaillée pendant des siècles parce que les évêques qui possédaient ces terres-là n'avaient pas accès aux fleuves, et donc ils ont décidé d'améliorer leur richesse potentielle, qui était un coteau en friche, pour pouvoir le diriger vers la capitale, vers Paris, et profiter du flux et de l'amitié naissante entre les ducs de Bourgogne et les rois de France, qui n'a pas toujours été le cas. Mais le terroir, c'est aussi ce que l'homme en a fait. Et quand on oppose un petit peu le travail de l'homme
avec la notion de terroir, je dis non, c'est pas vrai. Quand on goûte un vin de terroir, on goûte ce que l'homme a fait d'un sol qu'on lui a donné avec des cépages qu'on lui a donnés. Quand on trouve dans des vins des gros défauts, des odeurs qui sont nauséabondes, ou quand les vins tournent à la graisse, hein, c'est-à-dire qu'ils coulent comme de l'huile ou des choses comme ça, c'est plus des vins de qualité. J'ai goûté des très bons vins naturels dans les dégustations à l'aveugle. J'ai goûté aussi des choses qui étaient vraiment presque impropres à la consommation. Je maintiens que pour faire ce genre de choses, il faut bien maîtriser l'hygiène et bien maîtriser la science de faire du vin. Maintenant, on sait qu'il y a une mode autour de ça et qu'il n'y a pas que des gens qui font du bio, qui font des vins naturels. Hein. Il y a aussi des entrepreneurs qui font des vins naturels à partir de vignes qui sont traitées en conventionnel. Par ailleurs, beaucoup de producteurs de vins bio, il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, on doit être à 12% de production en vin bio, on est, je crois, à 2% de production de vin naturel. Il y a beaucoup de gens, le monde n'est pas divisé en noir et blanc entre des gens qui font des vins traditionnels et qui ne respecteraient pas le terroir et des gens qui font des vins très purs et qui seraient les gens des vins naturels. Il y a beaucoup de producteurs bio qui ne font pas de vin naturel et il y a aussi des producteurs qui ne sont pas bio et qui se lancent à faire une cuvée de vin naturel, ou soi-disant naturel, parce que ça fait vendre, hein, ça fait marcher. C'est pour ça d'ailleurs que je salue l'initiative de certains producteurs de vin naturel qui ont créé une association pour essayer d'avoir depuis le début jusqu'à la fin une production qui soit bio et naturelle. Merci beaucoup, Monsieur Dupont, pour cette réponse. Et maintenant, j'ai deux questions. J'aimerais démarrer avec Jamie Good et ensuite je passerai à Madame Christensen. Monsieur Good, lorsqu'on parle de défauts, on a parlé d'oxydation. Vous savez qu'il y a des personnes qui disent que les vins naturels ont des défauts, comme le goût de souris ou l'odeur d'écurie de chevaux. Certains consommateurs considèrent ces notes comme souhaitées et considèrent ces saveurs comme quelque chose qui rend le vin spécial. D'autres n'apprécient pas ces saveurs et considèrent cela comme des défauts. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment un dégustateur de vin devrait différencier entre un défaut ou une caractéristique telle que ce goût de souris ou cette odeur d'écurie, par exemple? Très bonne question. Et je démarrais en disant comment qu'est-ce qui fait qu'on décide qu'un vin est bon ou non? Une réponse consisterait à dire que les gens, bien sûr, peuvent aimer le vin qui leur plaît. Si quelqu'un aime le goût rance d'un vin ou un goût de souris, très bien, même si c'est immonde pour d'autres. Mais je crois que lorsqu'on dit on va décider quels sont les vins qui sont bons en agissant en tant que communauté du vin qui juge. Bien sûr, il y aura des désaccords par rapport à cela. Mais si vous allez dans une région viticole, les gens vont vous dire, voilà, ce sont les vignes les meilleures de la région qui sont les meilleures. Bien, en général, on paye beaucoup pour leur vin. Donc, dans la communauté du vin, il y a déjà un accord. On se met d'accord sur les goûts. Et pour contribuer à cette discussion, il faut avoir un certain niveau de compétence, bien sûr, d'expertise. Il faut avoir dégusté des vins. Et je pense qu'on arrive à se mettre d'accord sur les meilleurs vins. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à décider si un vin est défectueux ou non. Il y a des vins qui ont des défauts qui sont toujours mauvais. Un goût de souris, je dois dire, et c'est difficile de dire que c'est acceptable d'avoir un goût de souris. Et ce goût de souris est un défaut compliqué. On ne peut pas le sentir, en fait. On ne peut que le goûter une fois qu'on a le vin en bouche et le pH va révéler les arômes. C'est seulement le buvant qu'on voit qu'il a un goût de souris. Après,
les seuils de détection de goût, vous savez, peuvent différer de personne en personne. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à goûter ce goût de souris et d'autres, ils sont très sensibles. Alors, pour quelqu'un qui n'arrive pas à y goûter ce goût de souris, eh bien, on peut dire oui, le vin est très bon pour lui. Alors, je ne suis peut-être pas la personne la plus âgée dans cette discussion, mais je déguste des vins depuis la mi-90 et je dois dire que ce goût de souris est un nouveau défaut. Et en fait, c'est en raison de cette vinification de vin sans SO2. Il faut arrêter d'utiliser le terme de soufre pour SO2. Je crois que dans le monde du vin, il y a beaucoup de confusion entre le soufre qui est utilisé dans les vignes, le SO2 utilisé pour la conservation et les sulfites qui sont des composés de soufre. Alors, je crois que cela pourrait aider à la discussion également. Mais il y a en fait des goûts qu'on connaît. Par exemple, le goût de bouchon, quand un vin est bouchonné. C'est clair, lorsqu'un vin a un goût de souris, c'est un défaut. Mais lorsqu'il y a d'autres défauts, par exemple la réduction des composés de soufre, alors même les caractères d'oxydation, il y a certaines choses qui passent, mais d'autres qui ne passent pas. Je pense que quand on a, en tant que vigneron, il y a des choses qu'on veut éviter. Mais vous savez qu'en fait, il y a la question, en fait, de vins, par exemple, des vins qui, en raison de Brettanomyces, ont des réels goûts de souris. Donc, la question des Brettanomyces est complexe, et surtout en ce qui concerne la réduction. Et vous savez que pour les chardonnays, les vins blancs, vous savez que les viticulteurs essayent d'avoir ce caractère spécifique, en fait, de vin. Et en fait, il y a des personnes qui ont des opinions par rapport à cela, mais je crois que c'est quelque chose dont il faut discuter. Est-ce que ce vin a un défaut ou non? Et je crois qu'il y a des caractéristiques mécaniques qui sont dans certains cas un défaut, mais qui dans d'autres contextes passent. Merci beaucoup pour votre retour là. Madame Christiansen. On vient de parler de goût de souris, d'écurie. Ces défauts, en fait, sont engendrés par des micro-organismes. Une façon de protéger les vins contre ces micro-organismes, c'est justement le dioxyde de soufre. Mais c'est devenu le symbole du mal, l'ennemi à abattre. Les consommateurs ont un très mauvais avis sur ce produit. Aujourd'hui, presque tous les producteurs essayent de réduire l'ajout dans les vins de ce produit et pensent en fait et pourtant, certains producteurs de vins naturels disent qu'un petit peu de sulfite est nécessaire, surtout pour certains millésimes. Madame Christensen, est-ce que faire du vin avec une toute petite quantité de sulfite ou pas du tout? Oui, je crois qu'on peut faire du vin sans ajout de dioxyde de soufre. Mais pour en venir aux raisons, il y a deux raisons principales pour arrêter l'oxydation et pour supprimer ces micro-organismes ou bactéries ou levures non désirées. Et je crois qu'un des moteurs pour les producteurs de vin naturel est cette idée de ne pas utiliser ce produit, c'est pour arriver à une expression pure, sans aucun ajout. C'est le moteur de ces producteurs. Mais c'est un concept intéressant parce que certains vins, en fait, où on n'a pas ajouté de dioxyde de soufre, sont quelquefois les plus impurs. Donc, bien sûr, c'est un risque parce que ceux qui rend les vins impurs, ce sont ces micro-organismes qui peuvent se développer. Et je suis d'accord
pour cette histoire de goût de souris, c'est un défaut. Et un, un producteur de vin naturel qui ne veut pas utiliser de dioxyde de soufre risque d'avoir ce goût de souris, et on ne peut pas dire qu'on est en train de produire un vin pur. Donc, bon, si vous avez un vin très oxydé, un vin avec Brettanomyces, qu'est-ce que vous exprimez? Est-ce que vous exprimez tout le travail que vous avez fait dans votre vignoble? Je ne crois pas, je ne crois pas. Mais les producteurs qui peuvent créer des vins purs, propres, avec des quantités minimes, eh bien, et sans utiliser de dioxyde de soufre, alors là, ces vins sont magiques. Si on peut avoir un style de vin de ce type, vous avez toute des couches différentes de goût, de choses comme ça qui sont exceptionnelles. Donc, c'est une activité risquée de ne pas ajouter d'oxyde de soufre, mais bon, quelquefois, il faut prendre des risques. Et je crois que les producteurs, en fait, qui peuvent faire du vin avec très peu d'ajouts ou pas du tout d'ajout de soufre, eh bien, font des vins merveilleux aussi. Merci beaucoup. J'aimerais rester un petit peu sur ce sujet et j'aimerais revenir à Monsieur Good très rapidement. On connaît le rôle du dioxyde de soufre, c'est un antioxydant, un antimicrobien pour le vin. Alors, et ça permet donc au vin de vieillir. Si on allait boire uniquement des vins naturels à l'avenir, est-ce que ce concept de vin de garde va disparaître? Ou au contraire, est-ce que les vins naturels ont le même potentiel de vieillissement qu'un vin classique? C'est une bonne question. Cet été, je suis allée visiter Gérard Bertrand dans le Languedoc et j'ai goûté tous les millésimes du vin qu'ils font sans ajout de sulfite. Et il fait 3 millions de bouteilles par an de vin sans sulfite ajouté. Et pour faire cela, ce qu'il fait, c'est utiliser un protocole qu'on appelle bioprotection. Donc, il faut comprendre et utiliser des microbes, alors des levures non Saccharomyces, des bactéries cultivées pour créer un habitat où les micro-organismes délétères ne vont pas se développer. Et j'ai goûté un vin de 2011 sans ajout de sulfite et même un blanc très, très buvable. Donc, cela montre qu'il y a une possibilité de faire vieillir ce vin sans ajout de dioxyde de soufre. Alors, nous sommes tout au début. C'est quelque chose qui s'est développé assez rapidement, mais on n'a pas encore pu goûter beaucoup d'anciennes bouteilles. Les gens les boivent en fait rapidement, mais en théorie, je ne vois pas de raison pour laquelle on est obligé d'avoir du dioxyde de soufre pour le vieillissement de vin. Bien sûr, ça peut aider, mais je ne crois pas que ça soit obligatoire. Donc, je ne crois pas que ce concept de vin de garde ait disparu. Et une des choses avec les vins nature, sur la base de mon expérience, ils peuvent vous délivrer des nuances, des complexités d'un vin vieilli et très tôt dans leur vie. Cette élégance, ces nuances, cette complexité, cet entremêlement de saveurs complexes surviennent très tôt dans l'âge de ces vins. Donc, de toute façon, en fait, je crois aussi qu'il y a peu de personnes qui ont la possibilité d'avoir des caves. J'ai 2 autres questions dans le domaine de la production. Je voudrais commencer avec Luigi Moio et ensuite je passerai la parole à Madame Pinault. Soyez bref dans vos réponses parce que nous sommes un petit peu en retard. Monsieur Moio,
Les producteurs de vins naturels soulignent souvent l'importance de certains critères dans la production de ces vins naturels. Par exemple, pas de sulfite, l'utilisation de levures indigènes, pas de filtration, etc., etc. Dans votre livre qui s'appelle Le souffle du vin, vous avez dit en fait qu'il n'y a rien de chimique dans les levures sélectionnées. Vous dites aussi que une levure indigène présente dans le raisin ou dans la cave n'a aucune idée du rôle qu'elle va jouer dans la fermentation alcoolique. Je voudrais savoir, en fait, si les amateurs de vin naturel remettent en question, en fait, les découvertes scientifiques qui ont mené au développement de nouvelles technologies en œnologie. Et est-ce que ces critiques par rapport, en fait, à ces technologies modernes, est-ce que ces critiques sont justifiées? Voilà. Votre micro n'est pas... Oui, oui, Merci. non, il s'est allumé, non. Alors, bon, merci pour cette question. Non, 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 pour moi, ça va? Je peux parler? Ok, ok. Alors, oui, c'est très complexe parce qu'on ne peut pas expliquer tout ça de façon très rapide. De toute façon, je suis très d'accord sur ce qu'on a dit avant des mois là, sur ce problème de le soufre. Parce qu'il faut se mettre d'accord là. Si pour faire un vin, il ne faut rien utiliser, ou c'est le soufre le problème. Ça, je n'ai jamais compris ça. Et alors, effectivement, si c'est le soufre le problème, comme on vient de dire, on peut, avec la bioprotection, c'est-à-dire avec un contrôle de la fermentation, c'est-à-dire avec un levure, on peut faire, et avec un bactérie, faire un vin sans aucun problème naturel, sans soufre. Parce que si on pense à le vieillissement de le vin il ne vieillisse pas parce qu'il y a le soufre à l'intérieur. Les vins rouges, ils vieillissent si la structure tannique elle est intacte, si les polyphénols ils sont là, etc. Et pour faire ça, et même pour les micro-organismes, il faut avoir juste un raisin parfait. Parce que si on a les raisins parfaits, on n'a pas des caves propres, on n'a pas de pollution des micro-organismes. Le problème de la levure, c'est ça. La levure sélectionnée, c'est un levure qu'on sait qu'est-ce qu'il fait. Voilà, il est sélectionné, c'est un levure naturelle. Là. Si on pense à le soufre, dans sa fermentation spontanée, on peut avoir un levure qu'il peut produire jusqu'à 100 mg par litre de soufre. Voilà. Donc, si je veux faire un vin sans soufre, c'est judicieux d'utiliser un levure qu'elle était sélectionnée parce qu'elle ne produit pas de soufre. Et même les bactéries, si on pense à la malolactique, comme on vient de dire là, l'interlocuteur avant de moi, et justement avec un malolactique spontaneus, on peut avoir des amines biogènes, quindi on peut avoir des histamines, et il y a des intolérances vers l'histamine, et en plus on peut avoir des odeurs, comme on vient de dire là, les pyridines, que c'est le goût des souris, ou la cadavérine, la putréchine, etc. au niveau. Et donc, effectivement, quand je pense à le progrès en œnologie, je pense que les choses plus importantes, elles sont deux. La levure sélectionnée et la bactérie sélectionnée. Tout le reste, c'est rien. Pour faire effectivement des vins sans soufre, parce que si je veux éliminer le soufre, c'est facile. Il ne faut pas avoir du sucre résiduel dans le vin. Il ne doit pas avoir des acides maliques résiduels. Donc, la stabilité microbiologique, je l'ai. Même moi, si je peux dire ça, dans ma cave, je fais les vins rouges. Pratiquement, ça fait 8 années que je n'utilise pas le soufre parce qu'en plus, le soufre, il crée des problèmes à le vieillissement des vins rouges. Mais pour faire ça, il faut avoir des raisins parfaits et justement, il faut faire démarrer les fermentations de façon correcte.
correcte, et même la malolactique, c'est tout ça. Et parce qu'en plus, au niveau aromatique, si je dois dire ça, l'arôme d'un vin rouge, il est donné dans la peau essentiellement. Bien sûr, le processus fermentatif, mais c'est donné dans la macération. Et donc, la peau et les raisins, il doit être parfait. Donc, à la fin, c'est bizarre parce que c'est des banales connaissances, ça. Et justement, je suis très d'accord avec M. Dupont. On peut faire des vins naturels hyper bons, sans aucun défaut, mais il faut connaître et appliquer un petit peu de connaissances de la biochimie de la fermentation. Il faut le connaître, mais pas pour intervenir, pour être assistante d'un processus. Voilà. Et un petit peu comment on dit, des connaissances sur cet aspect de l'énologie. Voilà. On ne peut pas laisser de façon complètement spontanée, sans rien faire et rien diriger. Tout ça. Et donc, je pense que dans le futur, on va toujours vers cette direction, absolument tout le monde, parce que c'est ça la direction correcte. Okay. Merci. Merci, Monsieur Moyo. Avant de changer de sujet et passer à Monsieur Dupont, je voudrais demander quelque chose à Madame Pinault. Les producteurs de vins classiques soulignent souvent l'importance de certains paramètres dans la production de vins classiques. L'ajout de levure, le contrôle de la température pendant la fermentation, la protection contre l'oxygène. Dans votre livre, La corne de vache et le microscope, vous faites référence à des pratiques ancestrales, l'utilisation de cornes de vache remplies de fumier ou le retour de la production de vin dans les amphores. Alors la question est la suivante. Est-ce que la technologie œnologique moderne dénature le vin? Et au-delà de cela, pourquoi est-ce que les producteurs de vin naturels tentent à revenir à ces pratiques ancestrales, même si elles sont plus difficiles à contrôler, à gérer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela? Oui, alors il y a beaucoup d'aspects à cette question et puis j'avais envie aussi de repréciser des choses par rapport à ce que j'ai entendu. Vous citez la corne de vache, donc là, ça renvoie spécifiquement à la pratique biodynamique. J'aurais peut-être de la biodynamie, j'aurais peut-être le temps de développer à un moment, qui peut effectivement être se faire en même temps que la pratique nature. Hein, ce sont deux choses qui sont en totale correspondance, ce qui ne veut pas dire que tous les vignerons nature pratiquent la biodynamie. Donc sur la question des pratiques anciennes, il y a véritablement à la fois une recherche dans le passé, ça c'est exact, mais il n'y a pas pour autant de technophobie d'une certaine manière. Encore faut-il s'entendre sur ce mot et ce qu'on y met dedans. Pour exemple, on peut revenir à Jules Chauvet qui a introduit d'une certaine manière, c'est peut-être pas le seul, mais en tout cas qui encore une fois en France a introduit le microscope dans les chais et beaucoup de vignerons naturels aujourd'hui ont recours à ces pratiques en même temps justement que d'autres pratiques beaucoup plus anciennes, très, très, très variées. Sur la question effectivement du soufre, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup dessus. Jimmy Good parlait tout à l'heure de sa dégustation de vin donc de Gérard Bertrand, de vin sans soufre, et il évoquait aussi des techniques hein, pour faire. On peut effectivement aujourd'hui faire à grande échelle, oui, pour le cas de Gérard Bertrand, des cuvées sans soufre ajouté, mais qui ne correspondent pas à la philosophie des vins méthode nature qui est donc l'appellation qui a été entérinée, validée par la répression des fraudes en France, la DGCCRF, suite au dépôt de la charte du syndicat qui a été cité aussi tout à l'heure par, il me semble, Monsieur Dupont, donc ce syndicat qui est né assez récemment pour justement faire des différences, en tout cas mettre des garde-fous entre ces pratiques nature qui parfois peuvent être un peu usurpées, en tout cas de leur point de vue.
Donc, pour répondre à la question aussi du vin de garde sur laquelle je souhaitais apporter ma petite expérience personnelle, donc les vins naturels bien faits, évidemment, hein, avec une puissance intrinsèque, en tout cas, qui puisse voilà, véritablement vieillir dans le temps, peuvent effectivement très très bien se garder dans des conditions peut-être un peu plus spécifiques. Voilà, il faut des conditions un peu particulières de cave, etc., de température. Pour ma part, j'ai pu goûter un Poulsard, donc un vin du Jura rouge, un cépage rouge 1964. Voilà, donc ma plus vieille dégustation de vin nature est remontée jusque-là, et donc dégustation à l'aveugle, hein, bien sûr, et effectivement, j'ai été extrêmement étonnée de la fraîcheur, de la jeunesse, paradoxalement, de ce vin-là. Alors, si j'ai encore un peu de temps, je peux développer sur d'autres sujets, mais je ne sais pas, je voudrais aussi laisser la parole à d'autres personnes. Peut-être aussi vous préciser sur ce syndicat qui a été cité, qu'il y a une initiative qui est assez récente, qui émane notamment de la Suisse, qui elle-même est en train ou vient tout juste de déposer ses statuts d'association aussi de défense des vins naturels. Merci beaucoup de cette réponse. Je crois que nous allons arrêter là la discussion sur la production et nous allons passer à un nouveau sujet que j'appellerai modèle, schéma et liberté. J'ai une question pour Monsieur Jacques Dupont. Alors, Monsieur Dupont, quand on parle de règlement, régulation, critères, je voudrais en venir à un sujet difficile. Je vais vous donner un exemple. Un producteur de vin célèbre en France qui fait un vin d'une appellation française très connue. Il produit des vins naturels et il ne peut étiqueter son vin avec le nom de l'appellation parce que le consortium de l'appellation a rejeté son vin en disant que son vin était oxydé et ne représentait pas vraiment le terroir de l'appellation. Et ce vin, pourtant, ou ces vins sont sur les listes de vins des plus grands restaurants dans le monde. Donc, j'ai une question, Monsieur Dupont. Qui a raison? Qui a tort? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que ce genre de rejet va entraîner une évolution du système d'appellation, du système de classification? Alors, je ne sais pas de quel vin vous parlez, donc ça m'est un peu difficile de vous répondre. Je l'ai pas. Peut-être que je l'ai goûté, peut-être que je ne l'ai pas goûté. Je ne sais pas s'il est à défaut ou quoi. Je pense qu'il y a eu, comme au départ avec les bio, il y avait une petite guerre pour faire accepter les bio dans les systèmes d'appellation. Quand les anciens, les vieux qui labouraient leur vigne tout le temps, voyaient des herbes grimper dans les vignes, ils disaient mais c'est un cochon qui fait ça, il ne peut pas avoir l'appellation contrôlée. Maintenant, je trouve que, moi je vous dis, je passe par les appellations pour goûter et je goûte à l'aveugle. Je trouve qu'il y a beaucoup de vins naturels qui sont présentés dans les dégustations, notamment dans le Beaujolais. Et parfois, je m'interroge sur comment ils ont pu être dégustés et validés, parce que il y en a qui sont très bons, mais il y a aussi vraiment ce que tout à l'heure Jamie appelait le goût de souris. Le goût de souris, pour peut-être dans la tête des gens, s'ils ont un grenier chez eux et qu'avec des vieux journaux et que des rongeurs sont venus faire leur nid là-dedans, ça leur donnera une idée de ce que c'est que le goût de souris, et qu'effectivement qu'on trouve en goûtant et non pas en sentant. Mais les goûts évoluent. Il y a quelques dizaines d'années, quand les anciens goûtaient un Bourgogne et qu'il avait un goût un peu particulier qui rappelle, alors ça ne va pas être facile pour la traduction, mais les croquettes pour chiens, voilà, les odeurs de croquettes pour chiens, ça vous dit quelque chose? Et quand ça sentait ça, les anciens disaient « Ah, ça sent bien le vieux Bourgogne ». Non,
Ça sentait pas le Vieux-Bourgogne, ça sentait une déviation. On a parlé de Brettanomyces tout à l'heure sans expliquer trop ce que c'était. C'est des levures qui s'invitent dans la fête au moment des fermentations, mais qui ne sont pas vraiment désirées et qui provoquent ces odeurs-là. Il y a aussi d'autres micro-organismes qui peuvent provoquer ça, mais ce mauvais goût qu'on a eu dans des vins comme ça, de vins vieux qui faisaient vieux, alors qu'ils n'étaient pas complètement vieux et qui sentaient un peu la poussière et les croquettes pour chiens, c'était dû essentiellement à ces fameuses levures qu'on appelle des Brettanomyces. Maintenant, le système des appellations contrôlées en France, il a été inventé à une époque, hein, c'est surtout pour lutter contre la fraude. Il date des années 30 et il a du mal un peu à se renouveler aujourd'hui et à ouvrir un peu plus les portes à ce que des jeunes vignerons veulent faire. Évidemment qu'il faut défendre les appellations contrôlées parce que c'est ce qui permet de garantir que ça provient. L'appellation contrôlée ne garantit pas le goût du vin, elle garantit la provenance, c'est-à-dire que le vin est produit dans une zone délimitée suivant un cahier des charges. Je pense que par exemple, très tôt, on aurait dû ouvrir le cahier des charges au vin bio, avoir des pratiques un peu différentes. Introduire dans les règlements de l'appellation contrôlée la nécessité par exemple, de ne pas utiliser de désherbants ou de ne pas. C'est pas toujours évident hein, quand on est dans des terroirs comme la Côte-Rôtie en France, dire aux gens bah, vous n'allez plus utiliser de désherbants. Ceux qui disent ça, ils sont dans des bureaux, il faudrait leur donner une pioche et leur montrer comment c'est pentu dans la Côte-Rôtie et voir comment on peut faire. Mais c'est pas, voilà, je trouve que c'est effectivement l'organisme INAO ne s'est pas beaucoup ouvert et je pense que localement, on s'ouvre plus que dans les institutions. Localement, je pense qu'aujourd'hui, on ouvre plus la porte à ces vins un peu nouveaux. On ne l'ouvre pas aux autres cépages, mais on l'ouvre à des vins un peu de style différent. Mais c'est surtout la façon dont fonctionne l'Institut national des appellations d'origine qui, à mon avis, aurait besoin d'un sérieux coup de jeune. Merci beaucoup. Nous allons passer à une autre question. Nous sommes en retard sur le programme. J'ai une question pour Madame Christensen. Est-ce que vous êtes prête, Madame Christensen? On va assumer que vous rendez visite à l'Italie pour la première fois et vous êtes en train de profiter des belles collines de la Toscane. Vous voulez déguster un Sangiovese, un des vins les plus connus en Italie. Est-ce que vous allez prendre une bouteille de vin naturel ou une bouteille classique? Merci. Si je suis en vacances, pour être honnête, si je suis dans une nouvelle ville, si je voyage pas pour le travail, eh bien, je vais choisir une bouteille de vin classique parce que je vais être reçue, accueillie par les personnes de façon chaleureuse. Et si je rentre dans un bar ou un endroit où je veux découvrir la version classique de la variété locale, j'irai dans un endroit plus conventionnel peut-être. Vous savez qu'il y a tout un aspect social sur le vin naturel et les bouteilles de vin naturel. Ce sont des personnes qui ont peut-être un style de vie alternatif et qui ont une façon de vivre plus naturelle, plus pure. Et ils s'inquiètent de ce qui se passe dans le monde. Et donc, vous pensez avec eux, vous allez avoir une bonne conversation, une bonne discussion, une bonne expérience. Mais si je cherche à découvrir, connaître réellement un endroit que je ne connais pas, alors je choisirai un vin plus conventionnel, plus classique. Merci pour votre honnêteté. Monsieur Good, les critiques de vin, surtout au cours des années 90 et 2000, mais même aujourd'hui encore, ils ont tendance à classer les vins selon un système de points, en général un système à 100 points ou même un système à 20 points. Est-ce que vous croyez que c'est encore
contemporain de classer les vins ainsi. Est-ce que vous croyez que ce genre de notation a ouvert la voie au mouvement alternatif? Je crois que la notation des vins, d'un certain point de vue, est un peu ridicule. C'est un peu comme si on notait ses amis. Bon, cet ami Paul, je lui donne 100 points, mais Jimmy, je lui donne que 94 points. Donc, je pense que c'est un peu ridicule, même si très utile. Et je crois que le succès de Robert Parker avec son système de 100 points montrait tout de suite à quel point il aimait un vin. Et lorsqu'on lisait les notes de dégustation, la plupart de ces notes de dégustation sont vraiment ridicules. C'est difficile de capter un vin, sa saveur, son goût avec des mots. C'est quelque chose de très abstrait. Et vous savez, quelqu'un enfin a dit que écrire sur le vin, c'est comme si on dansait l'architecture. Donc, je crois que les points vous disent très rapidement combien j'ai aimé un vin. Mais de dire que c'est une science exacte, c'est un peu problématique. Mais je voudrais dire que le problème des points, c'est la façon dont ces points ont été utilisés par les critiques. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde du vin, il y a peut-être trop de critiques de vin. Il y a beaucoup plus de critiques de vin qu'on en a besoin. Vous savez, chacun veut se battre pour une partie du gâteau et ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres. Et le résultat est que quelqu'un a donné 86 points en 1995. Lorsque j'ai démarré, recevrait 92 points aujourd'hui. Et en Australie, la situation est encore plus grave. Vous pouvez prendre un vin affreux et vous avez 85 points. Et si quelque chose est très, très bon, eh ben, ils vont tous être classés entre 95 et 100. Alors, du coup, les scores veulent quasiment plus rien dire. Pour essayer de différencier en haut du baromètre, c'est difficile parce que les gens ont eu une escalade des scores parce qu'ils veulent avoir l'étiquette sur une bouteille, ils veulent son étiquette sur la bouteille avec son score. Donc oui, les systèmes de points peuvent être utiles d'un point de vue, mais c'est un peu ridicule aussi. Cela ne fonctionne pas pour les vins naturels. Vous savez, lorsque j'écris sur les vins naturels, je leur donne une note, mais je me sens un peu coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Parce que pour un vin naturel, on ne va pas dire, voilà, ce n'est pas ce vin à 96, ce n'est pas une question de il est excellent, allez l'acheter, mais plutôt c'est un vin intéressant, il est bon, on pourrait le partager. Et pour les vins naturels, il y a le concept du vin glou-glou, c'est le vin de la soif, c'est le vin qu'on veut boire pour le plaisir. Il n'a pas besoin d'avoir 96 points et on n'a pas besoin de le prendre au sérieux, ce vin. Alors, je pense qu'on a besoin de tels vins qui donnent du plaisir et la question de les noter est très différente. Merci, merci beaucoup pour cette explication. J'aimerais revenir à Madame Christensen. On a encore 4 questions. Alors, le dîner n'est pas loin, mais je vous demande encore 10 minutes. Je vous demande un peu de patience. Alors, imaginez-vous à New York, dans un restaurant très classe. Vous le faites? Oui, 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 oui. Oui, je suis à New York. Très bien. Et vous savez qu'au cours des années 90, un homme en costume cravate va au restaurant. Cet homme d'affaires aurait commandé une bouteille de Château Grand Cru millésime 1982. En 2020, cet même homme d'affaires va demander une bonne bouteille de vin naturel. Il cherche quelque chose d'intéressant, quelque chose d'expérimental, si vous voulez. Alors, selon un consultant de vin qui travaille à New York, euh, qui a écrit dans un article publié dans le Vogue en 2016, il dit en fait que c'est la tendance à New York. Alors, la question est de savoir si le mouvement des vins naturels devient quelque chose de cool, à la mode. Ah, très bonne question. Non, je ne crois pas que c'est quelque chose de cool et mode. Et
je ne sais pas si ça va durer. Je crois que le vin, de façon générale, vous savez, ceux qui connaissent les niches, des produits niches, eh bien, le vin naturel, est dans cette voie. Vous savez que les gens aiment être branchés et je dirais que, en ce qui concerne le vin naturel, c'est encore un petit marché. Oui, c'est tendance et je pense qu'un homme d'affaires qui réussit à New York aujourd'hui penserait qu'il serait très cool s'il commandait une bouteille de Genova ou quelque chose, dans le monde des vins naturels. Et je crois qu'il trouvait ça plus intéressant que de commander, et essayer d'impressionner en achetant une bouteille d'un château très connu. Oui, c'est difficile de dire comment cela va se terminer, mais dans le passé, on aurait dit que les vins naturels étaient juste, une petite niche qui peut-être, ne se développera pas. Mais moi, je pense que ça va peut-être devenir plus, commun et c'est vrai qu'il y a l'aspect tendance, des gens qui veulent être au courant, branchés. Donc oui, c'est quelque chose assez nouveau et les gens qui goûtent ces vins, expérimentent avec ces vins et peut-être que, je ne sais pas, cela changera à l'avenir. Je ne sais pas comment ça va se développer. Merci, merci beaucoup pour cette réponse. On avance vers la conclusion de ce webinaire et il reste encore 2-3 questions. Bon. J'ai une question pour Monsieur Jacques Dupont. Alors, si vous demandez aux amateurs de vins naturels, si vous leur demandez est-ce que vous buvez des vins classiques, ils vont répondre non, parce qu'ils sont artificiels. Et si vous demandez à des amateurs de vins classiques s'ils boivent des vins naturels, eux, ils vont vous répondre ah non, pas du tout, parce que très souvent, ils sentent mauvais. Alors, comment est-ce que le monde du vin peut faire face à ces préjugés? C'est un exemple que je vous ai donné, mais il y a des préjugés, des idées reçues. Et comment est-ce qu'on peut faire dans ce monde du vin maintenant avec ces préjugés? Moi, j'ai connu la période où les gens qui buvaient du Bordeaux ne buvaient pas de Bourgogne, où les gens qui buvaient du Bourgogne ne buvaient pas de Bordeaux, où les gens qui buvaient du Barolo ne buvaient pas de Chianti, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes à la découverte. C'est ce qui explique d'ailleurs que, alors je parle pour la France, mais alors qu'en France, les grandes surfaces ont ruiné les centres-villes des petites villes, il y a un commerce qui perdure toujours dans les petites villes, même les plus petites, c'est le caviste. Et c'est le caviste qui va beaucoup guider le goût des gens aujourd'hui. Il a un rôle vraiment déterminant. On en voit partout se créer, y compris vraiment dans des villes qui sont ruinées il n'y a plus de bouchers, il n'y a plus d'épiciers en centre-ville. Il y a un caviste. Et le caviste, il est là pour faire un petit peu le monsieur qui a la réponse à toutes les questions. Et donc, les jeunes qui viennent, les jeunes ou les trentenaires qui viennent le voir, viennent soit en disant, voilà, j'ai un menu, ce soir je fais du poulet rôti ou je ne sais pas quoi, et lui demandent qu'est-ce qu'il faut boire avec, soit ils viennent en disant, je veux faire goûter à mes amis quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de boire. Et ils vont acheter ce que le caviste va leur conseiller. Alors on a maintenant chez les cavistes, on a aussi bien du Bourgogne que des vins naturels. Enfin du Bourgogne, ça commence à être difficile parce que les prix des grands Bourgognes de la Côte d'Or, il faut quasiment vendre sa voiture pour acheter une caisse de 6 bouteilles, quand on en trouve. Mais alors il y a un phénomène un peu anti-Bordeaux en France. Il y a ce qu'on a appelé le Bordeaux bashing, qui fait que les prix des grands crus ayant tellement augmenté, ça a noyé le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que chez les cavistes, on a beaucoup de mal à trouver du Bordeaux, même du Bordeaux pas cher, parce que
c'est 95% de la production bordelaise, n'est pas cher. Mais c'est vrai que cette image un peu de Bordeaux, le grand méchant loup, a fait un peu disparaître des rayons des cavistes les Bordeaux, c'est ce qui est regrettable parce qu'il y a vraiment des vins, des gens qui travaillent très bien, et il y a d'ailleurs pas mal de gens qui font des vins naturels. Et aujourd'hui, je pense quand même que l'ouverture d'esprit est beaucoup plus grande qu'autrefois. On remplissait sa cave avec ce qu'on aimait et point final. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts et il y a moins de caves, hein, il y a moins de caves que dans les maisons. On a des caves d'appartements, mais on a une plus grande diversité, une plus grande curiosité. Il y a quelques années, on ne buvait pas de vin étranger en France, on buvait que les vins français. Aujourd'hui, dans toutes les foires aux vins des grandes surfaces et chez tous les rayons des cavistes, il y a des vins qui viennent d'ailleurs. Merci, Monsieur Dupont. Je voudrais passer la parole à Madame Pinault, vous poser une question. Madame Pinault, alors, j'imagine qu'une dérogation pour l'ajout de SO2 sera peut-être le premier critère dans une réglementation sur les vins naturels. Mais si on définit les vins naturels et des critères de production, vous ne pensez pas que les gens qui soutiennent ces vins, ces producteurs de ces vins, vont se sentir finalement enfermés dans un système? Parce que peut-être que l'intention des producteurs de vins naturels, c'est justement de rester libres et indépendants de toutes ces réglementations. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exact. Vous mettez sur le doigt sur un petit paradoxe, mais qui n'est pas qui ne porte pas à conséquence. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport notamment à l'instauration de récente d'une charte, mais qui d'autres existaient auparavant avec d'autres associations. C'est vrai qu'il y a toujours pour certaines personnes cette envie de rester totalement libre et de ne pas s'agréger, s'associer à une association, un syndicat, etc. Cela dit, à l'intérieur de ce cadre qui reste tout à fait, en fait, qui épouse la pratique de fait naturelle, il y a tout à fait possibilité pour les personnes de continuer leur pratique en dehors ou avec ou à côté d'une forme de structuration. Donc ça, effectivement, ça dépend des parcours de chacun, ça dépend de l'envie de chacun. Donc ça restera toujours... ce que je voulais juste aussi ajouter à propos de mode, c'est exact, hein, il y a un vrai phénomène de mode. On le voit évidemment avec la multiplication des salons, des vignerons eux-mêmes évidemment, des bars à vin, etc. Donc la scène, j'imaginais tout à fait la scène à New York. Effectivement, elle me semble tout à fait crédible que vous dépeignez tout à l'heure. En revanche, on ne peut pas non plus laisser juste apparaître ce côté mode, parce que derrière cette mode, il y a des gens qui s'engagent dans des pratiques extrêmement périlleuses, exigeantes, risquées, et c'est vrai qu'on parle un peu on a probablement beaucoup de clichés encore, hein, on n'aura pas le temps ce soir de tous les évoquer autour de ces questions. Et donc au-delà d'une frange effectivement alternative, altère dans le sens où on va vers l'altérité, vers autre chose, on s'éloigne de la norme, etc., d'un chemin tracé, il y a aussi tout simplement des paysans. Voilà, il faut aussi le rappeler très clairement. Il y a des néo-vignerons il y a issus de reconversion aussi, qui ont peut-être un côté un peu plus branché urbain, et c'est peut-être ceux-là aussi qui se retrouvent souvent dans des blogs, etc., où on peut en faire des formes de caricature. Mais il y a aussi toute une frange de vignerons issus de lignées vigneronnes, hein, qui à un moment donné dans leur parcours de vie ont fait leur révolution culturelle et ont changé leurs pratiques. Et ces gens-là, en fait, sont tout simplement des vignerons, des paysans, quoi. Donc
et qui effectivement alors sont devenus pour certains des stars, hein, c'est vrai, à l'international, hein, mais qui pour autant demeurent des professionnels attachés à leur terre, tout simplement. Merci. Merci. Et nous pouvons maintenant passer à la dernière question. Monsieur Luigi Moyo, vous avez en fait le privilège, d'une certaine façon, de répondre à la dernière question, mais essayez d'être bref, hein, parce que nous avons 10 minutes de retard. Alors, les vins classiques par rapport aux vins naturels. Alors, est-ce que ce sont des approches qui sont 2 approches incompatibles, ou est-ce que ces 2 approches pourront coexister? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est compliqué, non. Alors, je pense que c'est soit par exemple, on a beaucoup parlé souvent de soufre, que je pense que le problème c'est plus complexe. Donc, plus qu'un vin naturel et un vin classique, on a fait vin sans soufre et avec le soufre, que c'est une autre chose là. Mais je dis que encarrer cette naturel, pour moi, il gêne des confusions. Et je pense que cet terme, il appuie sur une recherche des produits sains, comme on dit. Dans le côté sanitaire, un consommateur, il est plus tranquille parce qu'il y a le monde naturel. Et justement, c'était un mouvement qu'il a cette sensibilité juste, très juste vers l'ambiance, vers le vert, etc., le green, etc. Et il faut penser aussi à la nouvelle génération, à les jeunes, justement. Si je pense à les termes, pour moi, c'est plus clair ancestral que naturel. Et pour moi, il existe que le vin. Donc, le vin naturel, il est à l'intérieur de le vin. C'est ça le problème. C'est qu'on peut parler, c'est effectivement tout ça pour faire des vins où on va à faire des interventions réduites. Par exemple, dans les dernières années, je parle toujours plus d'une énologie légère, un mild enology. C'est-à-dire, il faut faire des vins où il faut intervenir toujours moins. Et donc, aller dans cette direction. Parce que le vin, c'était mono-ingrédient. Pour faire un vin, c'est un des seuls produits de la planète que ça sert à une grappe. Stop. Il y a l'eau, il y a le sucre, il y a les acides, il y a tout dans un grappe. Donc, le vin, c'est un mono-ingrédient. Voilà. Et donc, c'est la fermentation alcoolique qui va le transformer en vin. Et donc, le problème, c'est que pour aller dans cette direction, moi, souvent, quand je fais un conflit, c'est un dommage pas utiliser les connaissances de beaucoup de chercheurs qui ont fait avancer la science œnologique, parce qu'on peut faire ça de façon très bonne, très correcte, pour faire un vin qu'il était correct au niveau sanitaire, il a bonnes caractéristiques organoleptiques parce qu'on a différents niveaux de qualité. Donc, il est bon, il est en expression d'un terroir, il a, comment on dit, la qualité microbiologique, la qualité ambientale, en qualité éthique, en qualité morale, etc. Donc, il faut, pour moi, collaborer. Voilà, il faut aller dans la direction que tout ça va améliorer la qualité générale d'un vin. Voilà. Et donc, il faut oublier une énologie où, effectivement, on intervenait beaucoup pour aller vers une énologie qui est plus douce, plus douce. Et pour moi, c'est difficile comment dire, réfléchir sur ce concept de naturel en dehors de le vin. Pour moi, le vin, c'est le vin. Et justement, il doit être bon. Et s'il est bon,
sans soufre, s'il est bon, sans levure, s'il est bon, sans rien, moi, je suis content. Moi aussi, je goûte comme monsieur Dubois, toujours à l'aveugle. Et donc, j'aime que le vin, il doit être correct. Mais il faut être correct à tous les niveaux. Et je pense que ça, c'est le futur dans le futur qu'il faut faire. Aller dans la direction qu'elle est tracée dans ce moment. D'ailleurs, si je pense à Madame Pinault, je connais très bien et j'adore Chauvet. Là, j'ai tous les livres de Chauvet que j'avais achetés, ça fait une vingtaine d'années. Là, je suis 25 années même, je suis allé dans le Beaujolais, etc. Et justement, il a cette approche-là, voilà. Il a une approche des connaissances très correcte, appuyée pour faire des bons vins en utilisant effectivement l'ingrédient que c'est le raisin. C'est là où il faut aller. Et même l'OEV, si je pense un petit peu à l'OEV, on a juste approuvé une résolution, par exemple, sur les pratiques pour réduire au maximum l'anhydride sulfurose, parce qu'on travaille sur ça, qu'on a approuvé dans la dernière assemblée. Et donc, c'était une résolution de plus de 20 pages. On va effectivement analyser tout cet aspect, voilà, pour aller à faire des vins toujours plus purs, plus corrects et avec moins des interventions externes. Et je pense que c'est joli tout ça pour moi. Pour moi, que je suis un chercheur, c'est très joli et j'aime bien aller vers cette direction-là. Voilà, pour le vin, pour la définition des vins en général. Voilà. Merci. Merci. Merci, Monsieur Moyot. Il est presque 8 heures du soir, donc je voudrais vous remercier tous de vos interventions. C'est presque l'heure du dîner. Et je pense que ceux qui nous écoutent commencent à avoir faim aussi. Donc, je voudrais remercier tous les orateurs. Je crois qu'on a pu, en fait, éclairer un petit peu cette question complexe. Je voudrais remercier Christelle Pinault, Nathalie Christensen, Jacques Dupont, Luigi Moyo et Jamie Good. Et avant de porter un toast, tous ensemble, je voudrais remercier le personnel de l'OIV, Monsieur Pao Rauca, le directeur général de l'OIV. C'est grâce à lui et sa vision qui a rendu ce webinaire en fait possible. Je voudrais remercier aussi Solange Slag, Daniel Acosta, sans qui nous n'aurions pas pu avoir tous ces participants. Je voudrais en fait remercier Monsieur Ruff, Monsieur Desgrosso qui m'ont aussi aidé, remercier les interprètes qui nous ont permis d'élargir l'horizon de ce webinaire. Et bien sûr, je voudrais remercier tous ceux qui se sont connectés ce soir. Merci de votre attention. Et maintenant, une dernière chose, je voudrais qu'on porte un toast, qu'il s'agisse d'un vin nature ou classique. Je voudrais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Donc, Madame Pinault, quel vin est-ce que vous buvez? Quel vin vous avez dans la main? Micro? Pardon. C'est un vin modèle unique, c'est une bouteille hommage à la fratrie Jacquet, des familles Jacquet dans le Layon, qui a dans son coin, dans les années après-guerre, donc fait du vin naturel, pas sans le savoir, mais en tout cas de manière isolée, et qui a vécu dans la misère et donc rejeté par les vignerons de l'époque du secteur, et qui, de manière posthume, quelques années plus tard, à la faveur donc de l'émergence de ces vignerons naturels, a pu avoir une forme de réhabilitation. Donc ce vin, c'est donc un chenin sec de Joseph, Anne et Françoise Jacquet.
Madame Christensen, vous voulez souhaiter un bon Noël à tout le monde avec votre vin spécial? Oui, très bon Noël. Il est seulement 8 heures du matin, donc je vais avoir la main légère, mais c'est un Riesling. Donc, pour commencer ma journée avec un petit peu de fraîcheur. En tout cas, un très joyeux Noël à tous. Monsieur Dupont, quel vin avez-vous choisi, Monsieur Dupont? Avec un micro. Je bois un aligoté de Bourgogne. C'est un cépage qui longtemps en Bourgogne a été un petit peu mis de côté et qu'on redécouvre aujourd'hui, sauf dans ma région de Lyon où tout le temps on a fait de très bons aligotés. Je suis un peu chauvin pour ma Bourgogne du Nord. Et c'est vraiment un vin délicieux et qu'on peut boire entre amis. Comme là, on est entre amis, ben, je bois de l'aligoté. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dupont. Monsieur Gouda. Je pensais pas qu'on allait faire cela. Un vin blanc du Douro. Nouveau style. Donc, un petit côté réducteur très frais, très précis. Un exemple de vin qui n'aurait pas été produit il y a 10-15 ans, mais en tout cas, il est quand même classique. Monsieur Luigi Moyo, et vous, avec quel vin voulez-vous trinquer à Noël? Avec un Aglianico, c'était un cépage local là, de la Campania. C'est un grand cépage du sud de l'Italie et avec lesquels on produit des vins bien structurés, avec des longues gardes. Et ça, il est fait, c'est moi qui l'ai fait à la fin, et il est fait dans la vigne qui est là à 20 mètres dans mon bureau. Et donc la vigne qui est à toute la maison là. Et voilà, joyeux Noël avec cet Aglianico de la Campania. Merci beaucoup, Monsieur Mouillot. Une fois de plus, merci à tous ceux qui se sont connectés. Et moi aussi, un Lacrima de l'Alba, un vin local. Et c'est avec ce vin que je porte un toast et vous souhaite un très joyeux Noël. Merci encore à tous.
Merci.